Charles et ma mère, Amandine Laflèche, viennent avec Georges Coron, 1880. Ils sont installés. Et ça, c'était bâti en 85. C'était pas une maison cossue, mais c'était grand. Puis quand je suis revenu aux vacances en Noël, en décembre, ils étaient déménagés dans la maison de briques rouges, là. Ça, c'est 1913-14. Ils ont été tout seuls pendant plusieurs années dans cette grande affaire-là. Évidemment, il y avait les fêtes du jour de l'an où il venait des morveux de tous les coins, de partout. On était très gais chez nous. Puis la vieille était en bonne santé. Le vieux aussi, d'ailleurs. Je considère cette situation qui m'a été imposée, mais enfin, on m'a dit d'aller enseigner chez les filles, la philo, puis je me sentais pas prêt. Mais je considère ça comme une des plus importantes faveurs que le bon Dieu m'a fait. J'ai probablement jamais eu le temps et la patience de lire la Bible. Puis là, je l'ai probablement lu 10 fois, avec les élèves. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de professeurs qui, surtout les professeurs de la genre masculine, avaient le don de, vous savez, d'en imposer. Mais pas lui, il nous donnait beaucoup confiance. Je pense que c'était ça, je dirais, moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est qu'il nous donnait confiance. Puis on sentait qu'on était capable de faire toutes sortes de choses qu'on pensait pas, qu'on n'aurait pas pensé autrefois qu'on pouvait faire. J'ai lu ça avec mon style. Si je trouvais quelque chose de drôle dans la Bible, ben je le lisais, je trouvais ça drôle. Puis s'il y avait des belles affaires, je disais que c'était beau. Puis ensuite, des fois, j'ai fait des applications qui étaient peut-être un peu tirées par les oreilles. Bon. Mais je crois que les gens aimaient ça. Parce que c'était un sujet tout de même assez vivant. La Bible, quand il prenait une page de Bible et vous l'expliquait, c'était à la portée du peuple, comme son enseignement d'ailleurs. Le Père Caron n'était pas l'homme des grandes, je dirais, des grandes recherches scientifiques, non. Alors, sa prédication, simple, directe. Et vous donner un exemple, je crois que c'était un des seuls prêtres qui pouvait parler dans l'ancienne cathédrale de Saint-Boniface et être compris doublement, je dirais, de tout le monde. D'abord, il comprenait ce qu'il disait parce que c'était de la phrase très simple. Et deuxièmement, il le comprenait parce qu'il parlait lentement, distinctement. Un des seuls. Il y a d'autres choses qu'on apprend, puis il me semble que ça nous fait vivre dans le monde. C'est très près de nous, la Bible. Quand on est un peu familier avec la Bible, on pourrait aller chercher des psaumes, puis la dire dans un discours politique actuellement. C'est toujours la même section. Ça a commencé avec Adam puis Abel, la jalousie. Et le gars qui est plus fort que l'autre. Et puis c'est pas long, dès qu'on arrive un peu plus tard, on voit que ça va tellement mal dans le monde que... Et qu'est-ce que le bon Dieu reproche au monde? Deux choses, l'immoralité puis la violence. Et ça, c'était avant le déluge. C'est bien changé. Le gouvernement canadien, au lendemain de notre entrée dans la Confédération, nous a dépêché l'expédition de paix. La paix ne vient pas des gouvernements de quelque forme ou de quelque couleur qu'il soit. Je n'en retiens qu'un épisode entre mille, le meurtre d'Elzéar Goulet, autre prétendu meurtrier de Thomas Scott. Le 13 septembre 1870, 3 semaines après l'arrivée des troupes. Ce meurtre a été perpétré par des soldats payés par le gouvernement pour maintenir l'ordre. Notre évêque a toujours prêché, de paroles et d'exemples, la charité et le pardon. Le jour du meurtre de Goulet, il s'est rendu à la demeure de la victime pour offrir ses sympathies à la mère, à la veuve et aux orphelins. Il a entendu à peu près ceci. « Monseigneur, nous pardonnons. En priant pour celui que nous pleurons, nous prierons aussi pour ceux qui l'ont tué. Que Dieu leur pardonne.
qu'il ait pitié de la victime et des assassins. Nous offrons ce sacrifice pour que la paix se rétablisse dans notre malheureux pays et pour que notre parent soit le dernier immolé à la haine et à la vengeance. Mes frères, la paix ne vient pas des gouvernements ni des forces armées. La paix vient de Dieu. Prions. Prions beaucoup pour la paix dans notre pays. Pratiquons la justice. Sachons pardonner. C'est la seule formule qui assure la paix intérieure promise par le Maître. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde la donne. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a inventé des retraites de décision puis des retraites d'orientation. Le père a dit, je crois pas ça. La seule retraite que je crois, c'est la retraite de conversion. Et le Concile en a-t-il assez parlé, hein? La démocratie, ça marchera quand les gens seront convertis. Mais tant qu'ils voudront faire tout ce qu'ils veulent, avoir la liberté pour eux puis pour les autres, la démocratie, ça va être à peu près ce qu'on a actuellement. J'ai fait la tête, puis je l'ai dit, puis je le répète à qui veut l'entendre, la méditation qui m'a le plus frappé, c'est pas le zèle des âmes, c'est pas je sais pas quoi, mais le salut du monde, mais c'est la mort. Faut que je meure entre ces 4 matins, sinon ils viennent me blesser tout de suite. Moi, je crois que le bon Dieu est le bon Dieu. Puis Jésus-Christ, c'est pas le premier venu. Puis si on n'y croit pas, on rentre dans le monde moderne qui s'ennuie à périr. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Quand on a fait le centenaire des Jésuites au Canada, on a parlé un peu de tous les collèges. Mais il y a un texte que je veux lire ici, de Monseigneur Réal. Ça a l'air un peu vantard, parce qu'il nous fait un compliment. Mais je le lis parce que j'accepte le compliment qui est vrai. Il est de mon devoir de rendre ici un hommage public au nom du diocèse de Saint-Boniface à la Compagnie de Jésus pour l'œuvre qu'elle a accomplie au collège. Ce collège ne leur appartient pas. Il travaille pour nous. Le collège est une institution diocésaine. Ce travail et ce dévouement, tout le diocèse doit les reconnaître. Nous sommes des employés. On n'est pas installés ici. On arrivait avec nos malles, puis on partait avec nos malles. On n'avait pas même un compte de procure pour les jésuites. Tout allait dans le feu de la fournaise. C'est-à-dire les ministères, l'enseignement, ils nous donnaient à manger. Juste pour nommer un nom que les gens ont vénéré, le père Bernier, qui a été 41 ans au collège Saint-Grouillet. Il a fait un travail inouï d'aller quêter chez les sœurs, permettre aux gens de venir. Il a ramassé des vieux livres, il a collé des livres, il a... Oh mon Dieu! Et le collège a survécu avec des petits moyens comme ça. Et parmi les moyens, là, il y a ce qu'on a appelé les bourses. Et ça remonte à Monseigneur Réal. Parce qu'à un moment donné, si je me rappelle bien, disons, c'est 38 ou 39, c'était la 3 ou 4e année, là, non seulement de la crise, mais du manque de récolte. Et je crois qu'on a fermé le collège au mois de juin une année. Je pense qu'il restait à peine 100 élèves. Tout compris. Bon, les universitaires étaient partis, mais... Et alors la question se posait sérieusement, ça vaut-il la peine? Il y a des gens qui m'ont dit à moi, écoutez, là, je pense que vous avez fait votre temps. Et puis il y en a qui m'ont dit, accoquinez-vous au gouvernement, ils vont
On me payait de bonnes choses. Et j'ai répondu, ben, que le gouvernement paye, puis je m'en coquinerai après. La première année, en 1945, le Festival de la Bonne Chanson avait pris le genre d'un concours. Quand l'association me demandait d'aller juger ou préparer le concours, j'ai dit non, je ne veux pas de juge. J'ai parlé rien, c'est fort, puis c'est bon rien, ça. On ne bâtit rien avec ça. Eh bien, ils ont transformé le concours en simplement un festival de la bonne chanson. Et à ce moment-là, le Père Caron a été nommé animateur du festival. Mais j'ai mis des conditions. 2. D'abord, pas de concours. Parce que pour un concours honnête, il faut des concurrents à peu près semblables. Et c'est pas ça. Deuxièmement, pas de juge, mais un adjudicateur. Pas un gars qui dit premier, deuxième, troisième, mais un gars qui dit vous autres, vous êtes premiers parce que vous avez lu le texte, vous avez bien prononcé, puis vous autres, ben, vous avez des accords. Non. Ça, c'est le plus beau travail que j'ai fait, je pense. Ensuite, je disais, un accompagnateur qui rend pas service, ben, il nuit, ôtez-le, ou ben non, mettez-en un bon. Ou il y a des textes, ça n'accompagnait pas un pied à peine planche. Hein. Il faisait venir les élèves, il avait un orchestre aussi, et je vous assure que c'était du travail. Alors, le Père Caron, lui, dirigeait, vous savez, avec des grands gestes, à se décrocher les bras, et puis avec des coups de pied de temps en temps, par terre, sans dire. Alors, de mettre tout ce monde-là au même diapason, c'était quelque chose. Mais il était exigeant, et surtout pour les attaques, là, il fallait que ce soit précis. Et puis, il savait faire observer les silences aussi. 1, 2, 3, coupe! Il recommençait avec une patience inlassable, vous savez, tant que ce n'était pas à son goût. Et puis, enfin, là, quand il était satisfait, il disait c'est du râpé. Et puis, s'il était inquiet un peu pour avoir un auditoire assez nombreux, d'ailleurs, c'était toujours ça le comble, hein, bien, il disait on va mousser ça, on va mousser ça. Bon, j'allais dans les écoles, puis les sœurs me recevaient comme un envoyé du Seigneur, puis tous les paperasses étaient là, puis j'avais de quoi écrire. Tu comprends si je me donnais des airs. Puis les enfants chantaient, puis il y a toujours les petits à qui il manque des dents, là, des styles de choses, autres, puis après ça, les plus grands, puis les grandes. C'était ça, tu ne peux pas tout mettre sur le même pied, il faut le faire en espèce. D'ailleurs, il y avait 3 catégories. Puis quand il avait fini, il y avait la patience. J'étais généralement pas long. Mais dans l'école, je disais, le groupe de 1, 2, 3, 4, ben c'est pour moi, c'est le groupe numéro 2 ou numéro 3, parce que, puis les autres, je les enlève parce que. 5, 6, 7, 8, ben c'est ce groupe-là, cette classe-là que je mettrai en avant, c'est mon opinion. Puis de 9, 10, 11, 12, la même affaire. Puis avec le plus de détails possible, puis là, je disais maintenant, si vous avez un prix à donner, moi je le donnerai à travers des 3 meilleurs groupes de chaque groupe, je le donnerai. Puis évidemment, j'ai pas eu beaucoup d'opposition. Et ça faisait pas de chicane de clocher, c'était dans l'école. D'abord, il mettait toute son âme dans un travail qu'il préparait ou qu'il présentait, vous savez, là. Il mettait tout ce qu'il avait pour tâcher de faire pénétrer la chose, le chant qu'il donnait, n'est-ce pas, quelconque, là. Et c'est ça que le Père Caron. C'est là que son secret, c'est pour ça que les gens l'aiment tellement. Et là, dans ce temps-là, on avait une coopération qui était plus qu'édifiante. Et c'est ce qui me reste des festivals. Comment ça se fait que tout le monde a mordu là-dedans? L'archevêque, les commissaires d'école, les maîtres, les sœurs, et puis l'auditoire. Comment ça se fait qu'ils ont mordu à ça, puis ça n'a jamais démenti? Il a été justement par les festivals, la chanson, théâtre, animateur, je dirais, de culture française. Mais je dirais qu'en même temps, s'il les poussait à garder leurs chansons, à faire du théâtre, qu'en même temps, il leur disait de rester ce qu'ils étaient, des gens de l'Ouest. Pour moi, je pense que c'était de la broue française. Ça faisait, de l'annonce. On était en vie. C'est pour ça que j'aime pas tellement René Lévesque qui dit qu'on était des dead dogs. On dit on était en vie.
Puis à grouiller, puis il avec le collège. J'ai fait beaucoup de théâtre avec les élèves au collège pour leur prouver une chose, que si on s'y mettait tous, on pouvait monter des gros bateaux. Et je donnais une comparaison bien simple. Je dis, toi, le premier rôle, là, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais personne pour allumer la lumière puis ouvrir le rideau? Qu'est-ce que tu deviens? Mais si tout le monde est là, les gens des décors, les gens, le souffleur, les allumeurs de lampes, les faiseurs de costumes, les grimeurs, tout ce monde-là est important. Si tout le monde s'y met. Il y en a qui étaient mieux doués que d'autres, mais tout le monde y passait plus ou moins, et même les figurants. Des pièces comme la Muronne, avec tout le cœur des sauvages, puis là, des pièces comme le Graal, où il y a toute la gang de gens qui sont avec le vieux monsieur qui garde le Graal, là, il y a des moines là-dedans. Puis ensuite, les petits nains, là, c'était tout des figurants, ça. Puis un collégien qui porte un costume, tu comprends, il est déjà gradué, hein. Les élèves aimaient ça parce que c'était leur affaire. J'ai jamais demandé quelqu'un de m'aider. C'est eux. C'était la pièce du collège. Les acteurs, les figurants, tout ce que tu veux, c'était la pièce du collège. Même les chiens de garde là, qui empêchaient les gars d'aller sur le théâtre pour ne pas déranger. La coopération, les collégiens prenaient ça à cœur. Ils étaient responsables. Et après ça, on veut me dire que nous autres, les vieux, on ne donnait pas de responsabilité aux élèves. Ah ben non, ça, j'avale pas ça. Et puis juste la façon, par exemple, ils nous donnaient déjà, dans ce temps-là, ils nous donnaient de l'initiative. On donne beaucoup d'initiatives aux élèves de nos jours. Mais s'il s'agissait de jouer une pièce, ils nous laissaient nous essayer à notre façon. Quitte à corriger si ça n'avait pas de bon sens, mais enfin, tu sais, s'il y en a qui exagèrent. Mais quand même, ils nous laissaient faire. Alors ça, c'est déjà quelque chose, laisser un petit peu d'initiative à l'élève. C'était sur la dernière mille. On a monté une pièce qui s'appelait Les enfants de misère. Et là-dedans, il y avait un papa qui était veuf, puis il y avait un garçon, puis il y avait de la misère avec, puis il était pas à la maison, puis il regardait peut-être par-dessus la clôture. Puis là-dedans, dans la pièce, il voulait s'excuser devant un de ses bons amis. Ah ben, il dit, je l'ai mis au collège. Puis les gens pensaient que c'est moi qui avais mis ça dans la pièce, mais c'était dans la pièce. Je me demande pourquoi on n'essayera pas une pièce comme ça de nos jours. Parce qu'elle est moderne. Tu sais, c'est une pièce qui est excessivement forte. Parce qu'à 2 reprises, il y a 2 gars qui discutent, puis ont raison tous les 2. Tu vois que c'est dramatique, ça. C'est du vrai théâtre, ça. C'est pas des Deus ex machina. Tu sais, le vieux chanoine, là, qui trouve que son vicaire va un peu vite. Puis le comte, là, qui voit Bibi, le jeune vicaire, qui vient dire que les ouvriers, c'est du monde comme les autres. Puis le comte dit, tu sais, je pourrais bien la fermer, l'usine, puis aller vivre là 2 pieds sur la table. 2 gars qui ont raison, hein, qui s'affrontent. Ça me semble, ça prendrait ça. C'est humain, ça n'a pas d'âge. OK, ben on monte cette affaire-là. Bibi. Puis là-dedans, j'ai inauguré une affaire qui a fait fortune. Dans Bibi, il y avait 3 dames. Mais c'était ni Pauline, ni Chimène. C'était des femmes drôles. D'abord, il y avait la ménagère. Il y avait Madame Buttard, qui était parmi les dames de Saint-Anne, puis Mademoiselle Prébouclé, qui était des enfants de Marie. Hein? C'est 3 pains-bêches. Alors, les gars peuvent jouer ça. La seule chose, il faut bien leur commander de ne pas lever les culottes quand ils s'assoient. Évidemment, il y a eu de l'influence comme directeur de théâtre. Les élèves rappelaient toujours les souvenirs des théâtres ou encore dans le festival. Plusieurs élèves participaient à ces grands festivals de la chanson. Encore là, c'était des souvenirs,
je dirais, heureux. Toujours le sourire quand un élève rappelait le festival ou qu'il avait joué dans une pièce de théâtre, par exemple. C'était le père Caron qui symbolisait le théâtre puis la chanson au collège. J'aurais préféré garder ce genre de travail où je pouvais bâtir quelque chose. Ce qui se faisait dans les écoles, ça se faisait gratis prodéo avec les paroissiens, puis ça en a fait beaucoup de théâtre, puis de chant. On avait même des auteurs à travers ces gens-là. Mais il n'y avait rien d'officiel. La cause, avec un grand C, ça poussait. Moi, toujours, devant ça, je sais que je faisais prêt à faire un peu n'importe quoi. Puis je n'étais pas tout seul. Et j'ai pas été un chef là-dedans, j'étais un suiveur. C'est tout. C'est pas moi qui a choisi d'enseigner. C'est pas moi qui a choisi de faire du théâtre ou faire de la musique. C'est pas moi qui a choisi d'être préfet. C'est pas moi qui a choisi d'être recteur. Comme a dit un vieux père, il dit, nous autres, notre génération, nous avons été téléguidés. Et ensuite, on avait, nous autres, le principe de la monarchie absolue. Le général est général, le provincial est provincial, puis le recteur est recteur. Et sais-tu que des fois, je regrette ça. Il n'y a rien de pire qu'allant gueuler un comité. Mais quand tu savais que ça venait du recteur, tu avais un clopin dans le coin à la porte, puis le père Ignace voulait que les supérieurs soient ouverts au dialogue. 400 ans, ça a été inventé avant les mots. Ça. C'est une farce qui en dit que les jésuites étaient menés comme une armée. Ça, c'est fou. Le provincial n'avait pas coutume de nous prendre par les oreilles pour nous envoyer enseigner. Il supposait qu'il me demande, peux-tu faire ça? Puis je dis, je suis pas capable. Ben là, il me demandait, mais enfin, pourquoi? Puis je lui dis, puis il comprend, puis il n'y en a plus question. Si j'ai dit, j'accepte, ben, t'acceptes avec le, you know, comment est-ce qu'il dit ça, le mariage, là, for better or for worse? Je pourrais pas dire, moi, que j'étais pas libre quand j'ai été ordonné prêtre. Je pourrais pas dire que j'étais pas libre quand j'ai fait mes vœux. Non, je savais ce que je faisais, puis j'étais content de le faire. Et je me croirais un peu hypocrite, un peu traître, d'essayer à me faire croire que j'étais pas assez fin pour ça. Non! J'aime donc pas ça, cette affaire-là. Comme elle l'avait dit. Oh, puis d'ailleurs, avec la voix de cheval que j'ai, c'est pas mal ça. Écoutez, sans introduction de monsieur le recteur, puis de monseigneur, puis tout ça, je suis pressé. D'abord, je m'adresse à tout le monde, j'ai pas de secret. J'ai un grand merci à dire. Et le programme m'enjoint de faire sa vie. Tout naturellement, le nouvel amphithéâtre me fait penser à l'ancienne salle académique du collège, où j'ai passé beaucoup d'heures, et de belles heures. J'ai connu les élèves, et ben d'autres, plus et mieux, là, que dans les classes ou ailleurs. Ils étaient au naturel et probablement moi aussi. Le collège était pauvre, ça on l'a répété, puis on l'a senti. Mais le collège était plein de vie. À remarquer que ce ne sont pas les murs qui font le collège, ce sont les hommes, les maîtres et les élèves. Peut-être les élèves surtout. Il me semble que très rapidement, les nouveaux étudiants, les nouveaux élèves pouvaient s'identifier immédiatement avec le père Caron, qui lui semblait bien un gars de par chez nous et qu'on avait l'assurance que si les autres ne comprenaient pas, mais certainement lui viendrait à nous comprendre. Et c'est vraiment les premières impressions, ça, de l'arrivée du collège, c'est qu'il y avait là, parmi tous ces étrangers, ces Québécois, il y avait là un gars du Manitoba, et puis c'était le père Caron. Le père Caron était un de ces pères qui étendait l'Ouest et puis qui aussi faisait beaucoup de ministères dans le diocèse de Saint-Boniface en particulier, connaissait la mentalité des gens, connaissait leur attitude vis-à-vis, je dirais, du collège et de ce que le collège signifiait pour la communauté franco-manitobaine. C'était très précieux, ça.
Quand il revenait et qu'il nous racontait ce qu'il avait vécu dans certaines paroisses, c'était tout un renseignement précieux pour les pères. Et ça nous préparait à recevoir les élèves, à les connaître encore davantage. Tu comprends, il y a des gens qui nous emmenaient des gars au collège pour les faire dompter. C'est parce qu'ils ont dit de mieux. Moi, j'étais pas de cet avis-là du tout. C'était même une des causes que j'ai perdu un peu de mes plumes devant un ancien préfet de discipline à qui j'avais dit ces gars-là, on a d'autres choses à faire que s'occuper d'eux autres. Puis il avait trouvé que c'était dans nos attributions, nous autres, de dompter les gars. Pas moi, je comprenais pas ça de même. Maintenant, il n'y a pas eu un clash, mais il m'a considéré comme un gars pas tellement un homme de discipline. Mais il oublie que j'y ai jamais envoyé un élève. J'ai jamais eu de problème dans mes classes. Le père Caron a eu cette influence dans ce sens qui a commencé à relâcher un peu les règles sévères du collège. Pour moi, ça, c'est le point que je me rappelle surtout. Il permettait, par exemple, certaines sorties. Je crois qu'il était le premier qui a permis d'avoir un fumoir dans le temps qu'on fumait. Maintenant, on ne fume plus. Mais des choses comme ça. Ensuite, quelquefois, pour les randonnées de sport, le père Caron était un très bon sportif. Il ne faut pas oublier ça. Il aurait probablement pu faire la Ligue nationale au hockey dans son temps. Parce que moi, je l'ai vu jouer et je peux dire qu'il était très bon. Même étant donné qu'il commençait déjà à avoir un certain âge, il pouvait facilement rivaliser avec des bons collégiens. Disons que je suis 16 ans, là, d'une traite, là, qui me passe 2 générations de 8 ans. Et puis, c'est toujours les mêmes affaires qui reviennent à tous les ans. Je reste 2 générations de collégiens sans broncher. Je pense d'avoir été humain. C'est évident qu'à ce moment-là, la discipline commençait à baisser un peu partout. Mais quand je suis allé au petit séminaire en 1913, moi, j'ai trouvé que c'était comme chez nous. On pouvait se lever le matin, puis se coucher le soir, puis manger ce qu'il y avait, puis pas manger entre les repas. J'ai rien trouvé de neuf, c'était comme ça chez nous. Ensuite, moi, je n'ai jamais été un gars qui aimait sortir les jours de congé. Je jouais au hockey, puis je jouais à la balle au mur. Mais après ça, c'était à qui mieux sortir. C'est toujours une raison pour sortir. Les gars qui sauvaient le soir, ça, je peux dire en tout sens. Je n'étais pas assez fin pour imaginer de me sauver. Comment des gars qui ont l'air des chenilles à poil, qui n'ont aucune apparence extérieure, ont jamais de problème de discipline. Puis d'autres qui ont tout ce qu'il faut, puis c'est des fous. Ça, je ne sais pas, c'est mystérieux. Mais je pense, au fond, je pense qu'il faudra revenir à ce que les vieux disaient. Albert Ignace qui disait « c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait faire aux élèves ». C'est pourquoi on a tenu tellement à vous forcer à faire des devoirs, puis à apprendre des affaires, puis à les parler, puis quoi. Puis un deuxième principe, on n'enseigne pas ce qu'on dit, on enseigne ce qu'on est. Alors, les élèves, ils sont bien plus fins que nous autres. J'ai connu des vieilles maîtresses d'école qui disent qu'il y a mieux enseigner aux petits gars qu'aux filles, parce que les petits gars, ça sent le diable, puis c'est mal peigné. Mais ils n'ont pas de rancune. Alors, je pense que les collégiens, les petits, les moyens, les grands, ils nous pardonnent tout, finalement, excepté les bluffés. J'étais pas de ma nature, moi, tellement bossé. J'étais gêné, je venais du bois, j'avais pas l'impression. J'ai dit, je vais rester moi-même. Si ça ne réussit pas, il y en mettra un autre. Alors, ce que j'ai changé, j'ai pas voulu imposer une discipline, mais la faire accepter. Les évolutions, c'est toujours difficile à avaler. Entre nous, il y avait les tenants de la discipline, puis les tenants de l'humanité. Hein. Moi, je pensais d'être du côté avec le père Hardy, qu'on voulait être proche des élèves pour essayer de sortir ce qu'il y a dedans d'humain, pas le mettre des affaires dedans. Puis d'autres, c'était la discipline d'abord, les rangs, puis le silence, puis autre. Non. Tu peux pas mettre tous les hommes pareils, autrement ça serait l'ennui empoisonnant. Les hommes sont les hommes. Il y a des gens qui étaient très bien intentionnés, mais qui pensaient avoir toujours le dernier mot. C'est eux qui menaient les élèves. Ça m'est jamais rentré dans la tête, ça. J'ai jamais pensé que je menais les élèves.
Mais j'aimais travailler avec eux, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ça en est ce qu'on peut. Puis j'avais pas le choix, même si j'avais voulu bosser, tu comprends, j'aurais pas bossé longtemps. Je dirais qu'il y avait un langage qu'on pouvait comprendre. Par exemple, il nous parlait ainsi, il disait, écoutez, on est tous attelés à la même charrette, et puis si vous voulez pas tirer avec moi, moi je dételle, tu sais. Ça, c'était un langage imagé que les petits garçons comme les grands comprenaient. Puis ceux qui avaient été élevés dans l'Ouest, ils savaient qu'est-ce que c'était qu'un cheval, et puis ils savaient que ça voulait dire de dételer. Et c'était un langage qu'on comprenait, puis on aimait ça aussi. On aimait ça, puis on le suivait. J'ai dit aux élèves, écoutez, vous êtes 250, puis on est 3 surveillants. Vous comprenez, si vous voulez nous jouer en arrière du dos, vous avez toutes les occasions. Mais vous ne resterez pas au collège, vous ne jouerez pas indéfiniment. Si vous voulez rester au collège, vous allez faire comme moi, vous allez faire comme les surveillants. Il y a un règlement, il y a une tradition, puis vous allez l'accepter. Et vous allez, quand je dis l'accepter, vous allez l'accepter puis en vivre. Et je pense que j'ai gagné. J'ai pas donné de strap. Il y en avait avant ça, mais j'en ai pas donné. Alors, je pourrais bien en raconter une qui est drôle, mais c'était pas une strap sérieuse. Je pense pas m'être vanté d'avoir eu des gars qui marchaient droit, mais je pense qu'il y en a jamais qui m'ont fait des pieds de nez dans le dos. Je pense pas, je suis peut-être naïf, mais... Il a été préfet de discipline, il a été aussi directeur des études. Alors, il a eu ses contacts nécessaires pour une influence auprès des élèves. Le père Caron était très franc avec les élèves. Il n'aimait pas que les élèves soient hypocrites. Et vous donnez un exemple, il me disait parfois, quand j'étais préfet de discipline, je donnais des permissions pour que les élèves aillent en ville les jours de congé. Et puis, je leur demandais, combien de temps est-ce que tu dois rester là en ville, aller chez Eaton ou ailleurs? Ben, si l'élève disait 2 heures, le père Caron disait, en as-tu assez? Il ne disait pas, il faut que tu reviennes dans 2 heures. En as-tu assez? Dis-le-moi. Et si le pauvre élève avait le malheur de prolonger, d'arriver à 3h30 ou après 3h30 ou 4h, ça l'enrageait. Je te l'ai dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai. Ça, c'était le père Caron. J'ai bien hurlé, je me suis choqué, j'ai fait des scènes, j'ai dit des choses que je n'aurais même pas dire. Évidemment, ils ont grogné, puis s'ils n'avaient pas grogné, ça aurait été des moules. Mais ils acceptaient. Parce que, voyez-vous, on ne sortira pas de la tête que dès qu'on est un groupe, on ne peut pas être tout le monde à la même place en même temps. Et il faut faire comme un peu en chambre, là, calling the meeting to order. Alors, il faut faire des lois. Il y a des lumières rouges et vertes dans le trafic, et puis il y a des no parking. Ben, écoutez, la discipline, comme je la comprends, c'est à peu près ça. Moi, j'ai aimé enseigner. J'ai aimé être dans les collèges. Cette vie-là autour des jeunes mouvementés, on ne sait pas si on mange, si on dort, si on parle, si on... You know, cette vie-là, fébrile, presque fébrile à certaines heures. J'avoue, quand je suis parti en 1952, un peu à la course, j'étais triste. Je suppose que j'avais quelque chose à faire là. J'ai été accepté par les Indiens. D'ailleurs, les vieux pères m'avaient dit ça, si tu acceptes, c'est pour toujours. Puis ils m'ont donné un nom dont je me souviens, Raronine. Et ça veut dire, m'ont-ils dit, quelque chose comme... Il n'y avait pas dans le temps des maestros, hein, mais il y avait des gars qui menaient les balles. Alors le plus proche qu'ils ont pu trouver, c'est cheerleader. Raronine. Là, j'étais un missionnaire, j'étais dans la paroisse, il fallait entendre les confessions, ensuite il y avait les pèlerinages, il y avait les touristes. J'ai fait tout à Coquenogo. Le gros travail que je fais, c'est de dire la messe, parce que on ne se retire pas de la prêtrise tant que je pourrais. Je pense que ça vaut la peine. Dire la messe pour les vieilles sœurs. Les vieilles amitiés de 60 ans, là, ça va faire 59 ans que je suis chez le pire de mes amis du ce temps-là, qui sont encore en vie. Oui, j'ai une belle vie. Ensuite, j'ai rien, j'ai pas de plan, j'ai pas d'occupation stédée. D'ailleurs, c'est normal, quand on est vieux, il faut se préparer à être vieux. Et ça, je pense que je pouvais l'encaisser quand c'est arrivé.
J'ai mes mains. Regardez en haut, la maison, les murs sont faits en blocs de ciment. Puis je voulais avoir un imposte, une imposte, c'est-à-dire une affaire qui s'ouvre, qui ferme pour aérer un peu ma chambre. Et comme je ne pouvais pas en faire une en haut, j'ai fait une imposte assez unique en son genre. Bon, puis il y avait des problèmes là-dedans. Il fallait que je puisse enlever la porte. Puis le premier problème que j'ai trouvé, suivez de près, là. Ça, c'est l'imposte. Il y a de l'air qui passe en haut puis en bas. Mais quand je veux l'ôter, voici ce qui arrive. Il y a un commutateur, puis si la porte ferme dessus, je ne peux plus l'allumer. Puis quand je suis dehors, s'il n'y a pas un appel, il y a un trou. Mais si vous voyez monter le petit machin, là, il arrive ici, puis bon, on a de l'air, mais les gens ne voient pas. Puis il y avait un gros bon sens qu'on lui trouve encore, là. Si je viens manger à l'évêché, puis je descends manger en bas ici, là, je m'attends à le rencontrer. Et puis c'est encore pareil, vous savez. Le sens commun, c'est quelque chose qui ne devrait pas se perdre. Je sais pas écrire, j'aime mieux pelleter de la neige, mais j'ai une grande gueule. Puis on me l'a dit aussi, charitablement, mais on me l'a dit. Je ne dirais pas le nom, mais un bonhomme qui dit malgré sa longue formation puis ses études, il n'a jamais pu se défaire d'une espèce d'allure d'habitant. Ça, c'est le plus beau compliment que j'ai eu de ma vie. Puis ensuite, évidemment, tout le monde sait que je suis un pitre. Puis c'est un peu pour ça. Ils veulent me voir faire des grimaces, puis des marcher mal, puis la gueule croche, des gestes faux. Vissé là au mur de l'amphithéâtre, mon nom y sera pour un bout de temps. Disons jusqu'au prochain grand ménage. Le père Caron était toujours le même. Il ne changeait pas, il n'affichait pas de personnalité selon les rôles qu'il jouait. Il n'avait qu'un chapeau, ou devrait dire un béret, puisqu'il préférait son béret noir à sa barrette. Quand vous étiez missionnaire, le Manitoba n'existait pas. Sa naissance a dérangé beaucoup de monde. Sa naissance a été longue, laborieuse. Tout près de la vôtre, il y a la tombe de 2 témoins de la naissance du Manitoba. 2 métis français, Elzéar Goulet et Louis Riel. Comme vous, ils ont été mis à mort, mais pas par les Sioux. Le Manitoba français n'a jamais eu une grosse santé. Qu'on estimait chez lui, c'était un religieux absolument western. C'est-à-dire que lui, quoique il ait passé plusieurs années durant sa période de formation dans l'Est, dans la province de Québec, cependant, le père Caron était resté fidèle à l'Ouest tout en connaissant très bien le Québec. C'était un grand nationaliste, je dois dire. Et je l'ai vu souvent faire des petites colères blanches alors qu'il parlait des injustices que la majorité anglophone avait infligées aux Franco-Manitobains. Ça, il nous faisait sentir qu'il était un homme extrêmement blessé, qu'il continuait à souffrir de ces injustices. Il était capable de transmettre, il me semble, du plus profond de son être, son nationalisme, cette volonté de résister et de tenir le coup. Ce que j'ai entendu des anciens autour de 1916, ça m'a influencé, la division du diocèse, tout ça, ça m'a donné des espèces de crampons en dessous des pieds, puis le feu au derrière. Hein. Les murs de pierre, avec le temps, se désagrègent. Mais les murs d'idées, avec le temps, épaississent. Encore en 1916, il restait une espèce d'admission qu'on était des Canadiens français, puis qu'on était comme les autres. C'était bien ébréché, mais actuellement, ça s'est lavé complètement. Nous sommes, pendant 75 ans, quand on a demandé des droits, ils nous ont répondu, si on vous les donne, il faut les donner aux autres, ce que j'ai jamais compris. Je ne vois pas le joint. Mais dans leur tête, eux autres,
On était disparus, puis c'était un privilège de surnager. Chez une dame qui était, c'est Madame Larivière, qui était une Québécoise, qui disait, il y a longtemps qu'elle a dit ça, il y a 40 ans quand je suis arrivé ici, quand on marchait à Saint-Boniface, puis on entendait parler anglais, on se tournait pour voir qui est-ce que c'est cet oiseau-là qui parle anglais ici. Et maintenant, quand on entend parler français, là, on se retourne. Il ne faut pas oublier qu'en 1916, on devait être encore 25 ou 30%. Actuellement, on est 5%. Et puis, il y en a bien. Ma famille, moi, on a la Société des Nations chez nous. 4 générations nées dans le gombo. Il y en a qui sont pas des Canadiens français fervents. Puis je les blâme pas, je pense que moi, je reste français pour mal faire. Oui, mais en 1916, on n'a pas envoyé d'annonce, il n'y avait pas beaucoup de CKSV pour avertir les gens. Comment ça se fait qu'il y en a 1500 qui sont venus à Saint-Boniface pour se défendre, pour rester français, et en voiture, je ne sais pas comment, puis ils sont venus, puis ils ont été déçus. Ils ne pouvaient pas rentrer 1500 dans la salle du collège, c'était bien 500, mais 1500 c'était un peu fort, il y en avait dans les fenêtres, il y en avait partout. Ils n'ont pas fait tellement d'annonces, mais ça partait d'en dedans. Actuellement, il faut rentrer ça, puis ça rentre pas. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? C'est d'être un franco-manitobain qui a l'impression de ne pas être chez lui. Je pensais que j'étais un Canadien avec presque 400 ans. Et je ne suis pas chez nous. Ça m'a toujours pesé. J'ai dit, puis je le répète à qui veut l'entendre, on m'a demandé un jour ce que c'était qu'un franco-manitobain. J'ai dit, c'est un gars qui vit du mauvais côté de la clôture, et dans l'État et dans l'Église. Et j'ai pas le choix. Je peux pas aller en France, comme il y a des imbéciles qui nous ont dit « Go back to France », mais qu'est-ce que je vais retrouver, là, de ma famille, moi, depuis 1636? Puis je l'ai dit aux Anglais, en anglais, vous comprenez rien, puis vous voulez pas comprendre, ça sert à rien de vous en parler. C'est depuis Jeanne d'Arc, c'est comme ça. On nous pousse au pied du mur, on nous pousse dehors, quoi. Si je me mets à parler de ça, on n'en sortira pas. Mais comment ça se fait que mon vieux père, moi, puis les Canadiens payaient leur passage de Montréal à Winnipeg? Mais les Allemands, les Ukrainiens, les Russes venaient de Montréal, venaient de l'Europe aux frais de la princesse. Peut-être qu'ils payaient un passage, le père, mais les bagages, puis le reste. Et nos députés canadiens français fermaient les yeux jusqu'en 1927, quand il y en a un qui a sorti ça du Jacques. J'ai mes idées, mais je vais les dire à mot couvert. Je pense qu'il n'y a pas que le patriotisme qui a changé. Tout est changé. Puis je me reconnais plus, moi je sais plus où me brancher. C'est un peu comme quand on est rendu au bout d'une bobine, hein, on la change. Je pense que ma bobine n'est pas mal rendue au bout. Puis ensuite, je voudrais tellement pas déteindre malencontreusement sur les jeunes avec mes attitudes de mentalité. Je comprends pas leur musique. Et je fais pas beaucoup d'efforts pour la comprendre. Je comprends pas certains points de vue. Mais je leur fais pas de reproches. C'est moi qui ai de travers. Et je suis obligé d'admettre que je pense que je changerai pas. C'est tout ce que j'ai à dire.